contre-espionnage. Il vient me dire, Monsieur le Premier ministre, nous avons un problème sérieux. Il y a encore plus de 20 000 soviétiques, militaires soviétiques, qui se trouvent sur le territoire roumain. Acum știm cu precizie că teatrul de operațiuni numit România revenea pentru intervențiile care s-au și produs sovieticilor. Mitterrand s-a oferit. Mă gândesc că sprijinul acesta ar fi putut fi ceva de genul intervenției unora dintre unitățile faimoasei legiuni străine. Mă gândesc eu. Sau cum altfel să se facă. Dar minte, dacă m-ați întreba acum, bun, și ce rezultat concret a avut această înțelegere în urma întâlnirii amintite, v-aș spune că anumite episoade petrecute aici, cu participare franceză, nu pot să nu aibă legătură cu ce m-ați întrebat. Diferite acțiuni în diferite faze, din diferite orașe, în primul rând Bucureștiul, trebuie să se fi petrecut în urma acelei înțelegeri. Dar intervenție armată cu forțe foarte calificate în diferite diversiuni, nu cred să fi fost. Mais nous étions sous la pression qui nous paraissait évidente, pour moi en tout cas. Une pression évidente. C'était une pression des terroristes qui voulaient simplement donner un repli à Ceausescu. C'était comment dirais-je, la logique même. Bien. Et donc, devant cette situation terrible, les Français en particulier disent à Gorbatchev d'intervenir. Oui. Et Gorbatchev dit non, c'est terminé. L'Union soviétique ne fait plus jamais ça. Ces scénarios ont la faveur de certains des historiens les plus connus de la Révolution roumaine. Quant au rôle de la France, il est marqué par une première mission importante composée de pompiers, médecins et journalistes qui partent de Paris pour Bucarest le 23 décembre. Pour la plupart des pompiers de Paris, les urgentistes de la sécurité civile, du SAMU et de la Croix-Rouge, c'est pour une mission humanitaire dangereuse menée en conditions de guerre qu'ils s'apprêtent à décoller. Pour les journalistes qui les accompagnent, c'est un voyage vers l'inconnu, vers le scoop peut-être. Un scoop qui se révélera parfois trop recherché ou pas assez vérifié. Messieurs, bonjour. Désolé de se venir tard, mais sur un peu. La Roumanie est bloquée à ce moment-là. Personne ne peut aller en Roumanie, les frontières sont bloquées. L'aéroport de Bucarest, on y reviendra, est sous le feu, sous la mitraille. Et donc, on ne peut plus aller en Roumanie. Et donc, tous ces journalistes prennent l'occasion de cette pénétrante, si je puis dire, pour se joindre à nous et puis arriver avec nous à Bucarest pour voir ce qui se passe. L'ambiance est un peu surréaliste quand j'arrive à l'aéroport au lever du jour. Il y a effectivement des humanitaires, il y a les gens de MSF, de MDM, etc. Ils ont tous été convoqués par Bernard Kouchner, qui exerce une sorte de magistère sur tout ce monde-là, comme on le sait. Il y a les journalistes, les confrères, et puis il y a la sécurité civile, les pompiers qui sont là, l'arme au pied. On va s'installer dans l'aéroport en attente de départ. Et là, ça va durer 6 heures. 6 heures pendant lesquelles les journalistes vont nous alimenter avec une tonne d'informations qui vont arriver de tous les côtés. On monte à bord. Quelques temps auparavant, à l'époque, il n'y avait pas de portable. J'ai une conversation avec Olivier Mazerolle, le directeur de la rédaction de RTL, qui m'annonce la mort de Jean-Luc Alderon, qui a été écrasé par un char sur cette place du centre de Bucarest la veille. Et il y a toujours ces fameuses dépêches qui disent que la Roumanie est à feu et à sang. On monte dans l'avion. L'avion part, va se mettre en bout de piste, et à un moment, Bernard Kouchner prend le micro et il nous dit « Écoutez, on va voter, j'ai toujours pas de feu vert, mais moi j'ai décidé de partir, qu'est-ce que vous en pensez? Sachez qu'il y a des risques. » Et donc il nous demande, pour ceux qui veulent partir, de lever le doigt, et ceux qui ne veulent pas partir, de descendre de l'appareil. Et finalement, bon, on vote, et tout le monde part, et tout le monde est content de partir. D'autres journalistes partent en jet privé, après des négociations avec les pilotes qui n'ont pas du tout envie d'être abattus en vol dans le ciel de Bucarest. Finalement, ils se posent à Varna, en Bulgarie,
sur le même aéroport que la mission Kouchner. La première image que j'ai de cette mission humanitaire, c'est sur l'aéroport en Bulgarie. On vient d'atterrir, on est un peu perdu, on est au milieu d'un aéroport relativement grand où il y a beaucoup d'avions qui arrivent, qui sont arrêtés, qui débarquent des choses. Il y a une atmosphère un peu d'exaltation et on voit un monsieur avec une écharpe blanche, entouré de pompiers, qui débarque d'un avion, des lits militaires, des lits de camp, un certain nombre de choses. C'est Bernard Kouchner avec l'équipe humanitaire. Pendant notre arrêt à la frontière, on sort les drapeaux français, on en fabrique. Et puis on fabrique des grands calicots avec une croix rouge dessus. Et puis tout de suite, en passant la frontière, on est accueilli par une foule absolument incroyable qui nous accueille. Ah, Franca, Franca, vive la France, etc. Comme la langue était problématique, secouriste, pour eux, ça faisait sécuritat. Et à ce moment-là, il ne fallait pas parler de la sécuritat. Donc on se faisait comprendre, on était sauveteurs. Secouriste. Nu, securist înseamnă cel care dă primele ajutoare. On voit les gens cognant aux vitres du car et pareil, Francia, Francia, Francia. On serait cru quand même être les sauveteurs, on arrivait comme le Messie, quoi. Pour les sapeurs-pompiers de Paris et les équipes médicales civiles françaises, la situation demeure totalement confuse et méconnue. En partie installés dans les locaux de l'école française, proche de l'ambassade de France, les pompiers commencent à organiser un poste de secours destiné à recevoir de très nombreux blessés par balle et à répartir les lots de matériel destinés aux urgences médicales. Donc, en attendant que le ministère de la Santé je puisse vous donnerai assurer ça, cette il liste. faut qu'on puisse vous fournir ce dont vous avez besoin. C'est une offre importante pour nous d'aide médicale. Parce que nous craignons à ce moment-là que le problème le plus grave lequel la Roumanie va être confrontée, ce serait sur le plan médical. Quand on arrive, l'ambassade est transformée en quasi Fort Chabrol. Je veux dire, tout le personnel de l'ambassade, et bien sûr la famille de l'ambassadeur, vit dans les pièces centrales de l'ambassade. Plus personne ne va dans les pièces périphériques de peur de recevoir des balles perdues ou des balles pas perdues. Il y a une organisation quasi militaire de l'ambassade avec si vous voulez, un dispositif d'autodéfense. L'ambassadeur de France de l'époque est victime lui-même des rumeurs et qu'il pense que l'ambassade de France va être à tout moment attaquée par les terroristes ou les pseudo-terroristes. Je me souviens que les CRS, des policiers d'élite français qui assuraient la sécurité de Bernard Kouchner et qui avaient pour instruction de l'ambassadeur de le coucher sur le tapis dès qu'on entendait un coup de feu, de le planquer sous le divan. Enfin, la femme de l'ambassadeur est dans un état incroyable, c'est l'hystérie complète. L'ambiance laisse à penser qu'il y a conflit armé. On entend dans Bucarest, dès notre arrivée, des chars tirés, ça s'entend bien, on entend bien le bruit des chars. On entend des rafales de mitraillettes, on entend des tirs. Particulièrement la nuit. Dès que la nuit tombe, ça redouble. Je veux dire, c'est des fusillades d'armes automatiques. Vous n'avez aucune certitude. Tout le monde se méfie de tout le monde. Quand on voyait quelqu'un, disait attention, lui il a fait partie de la sécurité. Le même venait vous dire la même chose de l'autre. Donc nous on était au milieu de tout ça, on ne savait pas vraiment où on allait. On nous disait surtout ne buvez pas d'eau. Ceausescu a fait empoisonner les réservoirs de la ville, ils ont mis de la strychnine dedans. Tous les Roumains disaient, avec la chute de Ceausescu, les terroristes qui venaient, notamment les Palestiniens, qui venaient soi-disant s'entraîner dans des camps aux frais du gouvernement roumain pour aller semer la pagaille et la terreur un peu partout au Proche-Orient ou dans les capitales européennes occidentales, de l'Europe occidentale, ont pris les armes et se révoltent et vont prendre possession de Bucarest pour remettre Ceausescu au pouvoir. L'attaque massive traînait toujours au-dessus de nos têtes. Enfin, c'est ce qu'on entendait, les Katangais ou d'autres paramilitaires ou autres, donc on entendait parler. Ben, c'était des mercenaires, hein. Effectivement, je veux dire, on n'avait pas plus d'explications, il y avait des Katangais.
Deci, din acest punct de vedere, acest episod al teroriștilor nu a putut fi elucidat până la capăt cine anume au fost cei care l-au declanșat. Că arabii au fost instruiți aici este iarăși un lucru dovedit. Că diferitele unități speciale ale României au adăpostit și au instruit asemenea insurgenți arabi este un lucru deja dovedit și declarat public. De pildă că au fost libieni sau de altă origine, palestinieni bunăoară, instruiți chiar la brigada antitero, USLA, cum se numea înainte de 89. A fost. Și lucrurile acestea, pentru aceste lucruri există chiar documente scrise. Il y avait une certaine tension, parce que non seulement il y avait tous ces barrages, où on nous faisait descendre de camionnettes, souvent on était contrôlés par des militaires roumains, c'est-à-dire qui étaient très très jeunes.